Bonjour. Bien, bonjour à tous. Bienvenue. Déjà, comment ça, je suis en avance? De 30 secondes, c'est ça? Bienvenue dans cette seconde séance de notre cours d'introduction à la philosophie du langage. Alors, je vous fais un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis, on va avancer aujourd'hui, on va parler de différentes théories de la vérité. Pour commencer d'une première grande théorie de la vérité. Alors, je vous ai dit la dernière fois que quand on étudie le langage, que ce soit en philosophie ou en linguistique, on distingue en général trois grands domaines d'investigation qui sont la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. La syntaxe, quand on s'intéresse à la syntaxe, en gros, on s'intéresse à la grammaire, à la structure du langage. Quand on s'intéresse à la sémantique, on va faire intervenir des concepts qui sont soit des concepts de vérité, est-ce que le langage, est-ce que telle phrase est vraie, est-ce que telle proposition est vraie, soit des concepts de référence, pour savoir comment est-ce que le langage s'accroche avec le monde. Donc la sémantique, je pouvais vous dire au départ, c'est l'étude des relations entre le langage et le monde. La syntaxe, c'est l'étude des relations ou des structures internes au langage. Et puis on a enfin un troisième domaine d'investigation en ce qui concerne le langage, qu'on appelle la pragmatique, et qui est défini par deux aspects. D'une part, en pragmatique, on s'intéresse à la manière dont le langage est utilisé en contexte, le fait que lorsqu'on prononce une même phrase dans différents contextes, elle peut vouloir dire différentes choses. Il y a tout un domaine qu'on appelle l'implicite des phrases, et on a un certain nombre d'expressions qu'on appelle indexicales. On en a mentionné quelques-unes la dernière fois. Si je vous dis aujourd'hui, ben, ça ne veut pas dire la même chose que si je vous dis si je vous ai dit aujourd'hui la semaine dernière. D'accord ? Donc ça, la pragmatique, elle étudie comment est-ce que un certain nombre d'expressions ont une signification qui dépend du contexte, d'une part, et elle s'intéresse d'autre part, la pragmatique, on le verra, à des usages du langage qui ne sont pas descriptifs, qui n'aspirent pas à la vérité. Quand vous donnez un ordre, quand vous faites une promesse, quand vous faites une recommandation, okay, ces choses-là ne sont pas des usages de langage où vous cherchez à dire quelque chose de vrai, mais où vous cherchez à faire d'autres choses à l'aide des mots. Alors ça, c'était juste pour vous remettre en place les trois grands chapitres qui vont structurer ce cours. On a commencé à voir la syntaxe,
et à vrai dire, on a quasiment terminé de voir la syntaxe. La chose principale euh, que je voulais vous présenter au sujet de la syntaxe, c'est ce qu'on appelle la grammaire catégorielle. Avant de revenir sur la grammaire catégorielle, on a passé un certain temps à introduire une distinction qui traverse toute la philosophie du langage, qui est importante de garder en tête, qui est la distinction entre l'usage et la mention. Nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on utilise le langage. En général, on parle assez peu du langage. D'accord ? On utilise le langage pour parler d'autre chose que le langage. Mais ça nous arrive de parler du langage. D'accord ? Quand on parle du langage, à ce moment-là, on mentionne le langage. D'accord ? Donc, si je dis maintenant Jean écoute attentivement, là j'ai utilisé le mot Jean pour mentionner la personne Jean. Si je dis maintenant Jean est un prénom très court, là ce que je fais maintenant, c'est que je mentionne le prénom de Jean et non plus Jean, la personne qui est dans cette salle, pour dire quelque chose au sujet du prénom. Comment est-ce que je fais pour mentionner un prénom? C'est vous qui allez me dire? Par écrit? Si je veux. Ouais. Par les guillemets, d'accord? On accepte cette convention qui est déjà un peu présente dans l'usage ordinaire, même si ce n'est pas la seule, et nous on la généralise, et pour parler du langage, on met des guillemets, d'accord? Donc à partir du moment où vous mettez des guillemets, qu'est-ce que font les guillemets? C'est qu'ils forment des noms de ce qu'il y a dans les guillemets. Donc si je dis Jean, entre guillemets, toute cette expression Jean, entre guillemets, c'est le nom, non plus de Jean qui est là, mais c'est le nom du prénom de Jean, d'accord? Et donc, en nommant le prénom de Jean, je peux parler du prénom de Jean. Si je dis Jean, entre guillemets, est un prénom très court, et ben là, je suis en train de parler du prénom, en l'occurrence Jean. D'accord? Donc ça, c'est une grande distinction qu'il faut que vous gardiez en tête, l'usage et la mention. On va voir aujourd'hui que ça a une certaine importance quand on parle de vérité. Alors, rapidement, rappel rapide sur ce qui vous a donné des crampes mentales la dernière fois, sur la grammaire catégorielle. En grammaire catégorielle, on part de deux types d'expressions linguistiques dont on fait l'hypothèse qu'elles ont une signification indépendante. On a les phrases d'un côté et les noms d'un autre côté. Et le projet de la grammaire catégorielle, c'est de dire juste en se donnant cette distinction-là entre deux types fondamentaux d'expression, les phrases et les noms, on va pouvoir définir la totalité ou la quasi-totalité des autres expressions linguistiques. Et la clé pour faire ça, c'est qu'on va utiliser ce petit symbole ici. On va se demander qui dit fais un blablabla à l'aide d'un blablabla, d'un ou de plusieurs blablabla. D'accord? Alors, je vous ai fait un petit schéma très joli, une animation très jolie, pour comprendre ce que c'est que cette histoire-là. Ça, je ne l'avais pas fait la dernière fois, et j'espère que ça résoudra les derniers sourcils crispés qui restaient en fin de séance. Donc, ça, c'est une machine S/NN. Qu'est-ce que ça veut dire S/NN? C'est une machine qui fait des S, savoir des phrases, ça vient de l'anglais, sentence, okay, qui fait des phrases à partir de, ça c'est le slash, NN, à partir de deux noms. Okay. Donc c'est une machine géniale qui va faire qu'à la propriété, vous lui donnez à manger deux noms, elle va faire des phrases. Et regardez bien comment ça marche. Là, c'est les deux noms que vous mettez dans la machine. Vous les mettez dans la machine, elle vibre, et elle fait une phrase. C'est juste ça, la grammaire catégorielle, d'accord? Vous donnez des choses. Donc, il faut le lire à l'envers, si vous voulez. Ce que vous avez à droite, c'est ce que vous mettez dans la machine, et ce que vous avez à gauche, c'est ce qui sort. Je vais vous montrer une machine, un exemple d'implémentation de cette machine. Machine à flatter, si vous voulez. Ça, c'est une machine qui contient un prédicat à deux places, flatter, et on va lui donner deux choses à manger, et elle va faire une phrase. Regardez bien, c'est épatant. On va lui donner deux choses, Julie et Marc. Et elle fait Julie Flatmark. Okay, c'est juste ça, la grammaire catégorielle, d'accord? Et c'est la notion, c'est ce qu'on appelle plus généralement la notion de fonction. Une fonction, on en reparlera quand on parlera de Frege, mais c'est un concept que vous pouvez avoir. Ça marche pour les fonctions mathématiques, ça marche pour ces fonctions grammaticales-là, ça va marcher pour un certain nombre de fonctions sémantiques. C'est un type de machine, vous lui donnez certaines choses, certaines valeurs, et elle recrache toujours une valeur. D'accord? Vous pouvez lui donner 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, et à l'arrivée, il y a une seule chose en sortie. Ça marche pour les fonctions mathématiques, ça marche pour ces fonctions grammaticales, et ça marche pour d'autres types de fonctions. Donc la grammaire catégorielle, ça va juste identifier, j'arrive tout de suite, ça va juste identifier différents types grammaticaux
à différentes machines qui vont vous produire différents types d'expressions. Là, on a vu une expression qui produit des phrases avec des noms. Et ça, c'est ce qu'on appelle un prédicat dyadique. Et je vais vous faire un petit rappel bref sur les autres types qu'on a vus. Oui. Est-ce qu'il existe des langages qui ne répondent pas à ce modèle, enfin des langues ou un langage? Je n'ai pas d'exemple en fait. Vous posez une question empirique, donc il ne faut jamais poser une question empirique à un philosophe. On est très mauvais, nous, pour ça, d'accord? Donc il faut demander à des linguistes qui vont étudier les langages. Mais a priori, ça paraît difficile à concevoir que vous ayez un langage qui fasse l'économie de tout type de distinction grammaticale, comme ça. Et peut-être une raison de suspecter que ce n'est pas le cas, c'est que une des propriétés qui fascinent philosophes et linguistes au sujet du langage, c'est ce qu'on appelle sa compositionnalité. À partir d'un nombre fini d'expressions, vous pouvez former un nombre infini d'expressions, d'accord, qui ont du sens toujours, hein, dont certaines peuvent même être vraies et d'autres fausses. Si vous aviez un langage qui ne fonctionnait pas avec différents types d'expressions comme ça, ce ne serait pas évident de savoir comment est-ce que vous pouvez former des choses, d'accord? Dites-vous juste, vous avez des noms, vous avez des prédicats, et bien juste en réagençant les noms et des prédicats, vous avez prédicat et joli, un autre prédicat et rond. Et puis vous avez deux noms, vous avez Marc et vous avez la pomme. Avec ça, vous pouvez faire 4 phrases, c'est génial. Vous pouvez faire Marc est joli, Marc est rond, la pomme est jolie, la pomme est ronde. Vous voyez, juste en combinant différentes fonctions grammaticales. Est-ce que vous pouvez avoir cette combinaison, ce type de productivité du langage sans avoir de distinction grammaticale? C'est pas complètement évident. Mais la réalité est pleine de surprises. Donc peut-être qu'un jour vous trouverez un langage où il n'y a qu'un seul type d'expression, que des noms. Mais ça, faut pas demander aux philosophes les questions empiriques. Bien. Alors là, on a vu ce qu'était un prédicat. D'accord? Ça, c'est un prédicat à deux places. Vous savez qu'il y a des prédicats à une seule place. Et puis, on a étudié un certain nombre d'autres propositions, d'autres catégories grammaticales. Il y en a deux autres grandes au moins. Et quelques autres petites que je vais vous mentionner. L'autre chose que vous devez avoir en tête, toujours, c'est ce qu'on appelle les opérateurs. On appelle aussi les connecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? Vous allez me le dire. Quel type de machine c'est? Des phrases avec des phrases. Si, il fait des phrases avec des phrases, un opérateur. D'accord? Donc vous lui donnez à manger des phrases et il va sortir un certain nombre de phrases. Exemple d'opérateur? Oui. Et A-E-E-T, ouais. Donc, très bien. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Voilà, ça fait une phrase, vous lui avez donné à manger deux phrases. Il pleut, je prends mon parapluie. Et il vous a fait cette belle phrase, il pleut, donc je prends mon parapluie. D'accord? Donc un opérateur, c'est quelque chose qui fait des phrases à partir de phrases. Quand vous avez fait de la logique des propositions, pour ceux d'entre vous qui en ont fait au premier semestre, vous avez étudié exclusivement des opérateurs. D'accord? Qui connectent des propositions pour faire des propositions plus complexes. Je ne reviens pas sur tout ça. Et puis, on a vu une autre machine qui correspond à une autre catégorie, qui correspond à la catégorie des adverbes. Qu'est-ce que c'est un adverbe? C'est quelque chose qui fait, ça devient un peu compliqué, on doit mettre des parenthèses, qui fait un prédicat à partir d'un prédicat. Hein. S/N, c'est un prédicat. Pourquoi? Parce qu'un prédicat, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un nom. C'est un prédicat unaire ou monadique. D'accord? Qu'est-ce que veut dire cette expression? Ça veut dire qu'on a un type d'expression qui fait un prédicat à partir d'un autre prédicat. D'accord? Et qu'est-ce que c'est une expression qui fait un prédicat à partir d'un autre prédicat? Typiquement, c'est un adverbe. Dort, c'est un prédicat, d'accord? Dort, point. Le verbe conjugué dort. Julie dort, Marc dort, le pangolin dort. Tout ça, vous pouvez mettre n'importe quel nom pour faire une phrase. Maintenant, à partir de cette expression prédicative, dort, je peux faire un autre prédicat qui est dort tranquillement. D'accord? Dort tranquillement, c'est un prédicat que je fais à partir du premier prédicat. Dort tranquillement est une grande fourmi. Être une fourmi, c'est un prédicat. Être une grande fourmi, c'est un prédicat qui est fait à partir d'un autre prédicat. Là, on a fait ça avec des prédicats dyadiques, mais on peut faire ça monadique, on peut faire ça avec des prédicats dyadiques. M, on met M à manger dans la machine, ici, qui est un prédicat dyadique, et il en sort M passionnément, qui est un autre prédicat dyadique. D'accord? Donc ça vous aide à catégoriser ce type d'expression
qui sont des expressions qui génèrent des prédicats avec des prédicats. D'accord? Et puis je vous ai donné un exemple de désambiguisation des fonctions de phrases à l'aide de la clarification des fonctions grammaticales. Il peut sembler superficiellement que ces deux phrases ont la même structure. Pierre est gravement malade, Pierre est certainement malade. Mais on a vu que l'interprétation la plus plausible, c'est que certainement ici, ça n'était pas un adverbe, mais c'était plutôt quelque chose qui faisait une phrase avec une phrase. Et un indice de ça, c'est que vous pouvez mettre certainement en tête de phrase. Certainement, Pierre est malade. D'accord? Ou vous pouvez dire Pierre est malade, virgule, certainement. Donc, certainement ici, il ne modifie pas malade, c'est pas une manière d'être malade, d'être certainement malade, d'accord? Il modifie plutôt la phrase dans son entier. Tandis que gravement malade, on a vu que gravement ici, c'était bien un adverbe, c'est une manière d'être malade, d'être gravement malade, d'accord? C'est quelque chose qui fait un nouveau prédicat. À partir d'être malade, il fait le prédicat être gravement malade. D'accord? Est-ce que ça va tout ça? Donc c'est toujours une machine, simplement une machine qui fait maintenant des prédicats avec des prédicats. Ici, une machine qui fait des phrases avec des phrases, une machine qui fait des phrases avec des noms, ça c'est un prédicat, etc. Donc pensez toujours de cette manière-là. On a vu pour terminer un dernier type de machine que je vous ai rappelé pour commencer. Les guillemets, ben, c'est un type de machine qui fait un nom à partir d'une phrase. Vous partez d'une phrase et vous faites un nom à partir de cette phrase. Alors une question intéressante, et ça on n'a pas vu la dernière fois, mais je voulais quand même vous en dire un mot. Vous savez qu'il y a une catégorie, et vous le savez certainement pour ceux qui font de la logique maintenant, des prédicats, il y a une catégorie importante dans le langage qu'on appelle les quantificateurs. Les quantificateurs, vous les connaissez en logique, c'est le E à l'envers, il existe au moins un où c'est le A à l'envers pour tout X, mais on les connaît dans le langage ordinaire. Si vous dites tout le monde rit, il y a quelqu'un qui pleure, chacun est gentil, ce sont ce qu'on appelle des quantificateurs. Okay? Alors, question pour vous maintenant, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait définir les quantificateurs en grammaire catégorielle? Quelle fonction on peut attribuer à ces expressions-là? Donc on a les noms et les phrases pour commencer. Qu'est-ce que c'est que ces expressions en gras ici? Ouais. Non? À quoi ça ressemble de loin pour commencer? Prenez chacun est gentil. Ouais. Ouais, ça ressemble à des sujets. Qu'est-ce que c'est qui fonctionne comme un sujet d'habitude? C'est les noms, d'accord? Regardez les expressions que complètent ces quantificateurs. C'est toujours des prédicats ici. Rit, pleure et gentil. D'accord? Donc, une première, on est tenté de dire que ces quantificateurs, ben, c'est des noms, en fait. Ok? Donc, une première solution, ce serait de dire les quantificateurs, c'est des noms. Ça n'a pas vraiment l'air d'être des noms, mais ce qui va dans le sens de cette solution, c'est que vous pouvez les remplacer par des noms. Chacun est gentil, vous pouvez remplacer ça par Marc est gentil. Ça pose aucun problème, d'accord? Ou par n'importe quel nom. La plus grande personne de cette salle est gentille, etc. Alors ça, ce serait une solution de considérer que les quantificateurs sont des noms. Mais beaucoup, donc pour tout vous dire, ça c'est un petit sujet de débat parmi les linguistes et les philosophes qui s'intéressent à la grammaire catégorielle, de savoir si on arrive à dire quelque chose de plausible des quantificateurs. Donc une solution, c'est de dire que ce sont des noms, mais certains ont dit non, c'est vraiment trop bizarre de dire que il y a quelqu'un qui, c'est un nom. D'accord? C'est vraiment étendre la catégorie de nom au-delà de ce qui est intuitivement correct. Alors la solution qui est proposée, ben, c'est de dire ben, on va faire un linguiste philosophe qui s'appelle Susskind, qui dit ben, on va simplement introduire une nouvelle catégorie, qui est celle-ci, qui est de dire un quantificateur, c'est quelque chose qui fait une phrase à partir d'un prédicat. D'accord? Vous vous souvenez qu'un prédicat, c'est ça, hein, qui fait une phrase à partir d'un nom. Ben, un quantificateur, c'est pas un nom, mais c'est comme un nom quelque chose qui fait une phrase à partir d'un prédicat. Donc si vous lui donnez à manger un prédicat, est gentil, ok, et ben il va réussir à faire une phrase à partir de ça. Il va mettre chacun est gentil, d'accord. Donc
vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre dans les quantificateurs qui fonctionnent d'une certaine manière comme les noms et qui d'une autre manière ne sont pas des noms. Ok. Et l'idée générale, on va dire, pour maintenir que ce n'est pas des noms, on va dire, ben, ils remplissent la même fonction des noms, ils font des phrases à l'aide de prédicats, mais on ne leur assigne pas pour autant la catégorie d'être des noms. Ok. Alors je mentionne ça comme un peu la cerise sur le gâteau de la grammaire catégorielle, et là, pour tout vous dire, il y a des débats sur est-ce que la grammaire catégorielle parvient vraiment à comprendre cette catégorie des quantificateurs, et il y a une petite littérature là-dessus. Petite, jamais si petite que ce qu'elle en a l'air, mais ça fait partie des sujets qui sont discutés. Alors, indépendamment de cette question-là, je vous mentionne encore une fois juste ça comme un point problématique, retenez qu'à l'aide seulement des noms et des phrases qu'on se donne comme catégories primitives, on arrive, selon cette optique, à définir un grand nombre de catégories grammaticales. Alors ça, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la grammaire catégorielle. Et sur la syntaxe en général, il y a d'autres choses à dire, mais on a un grand programme et on va passer aujourd'hui à la sémantique. Est-ce qu'avant que je passe à la sémantique, il reste des questions sur tout ça? Ouais. Je me demande, grammaire catégorielle, comment les noms et les phrases sont définis? Ils ne sont pas définis. Pas définis du Hein? tout. Ils sont donnés au départ comme, vous vous souvenez la distinction entre les termes catégorématiques et les termes syncatégorématiques. Les termes catégorématiques, ce sont des termes qui sont censés avoir, enfin des expressions plutôt, qui sont censées avoir une signification par elles-mêmes. Okay. Et les partisans de la grammaire catégorielle disent il y a deux types d'expressions qui ont une signification par elles-mêmes, il y a les phrases et il y a les noms. Donc on les prend pour nos deux trucs primitifs qu'on comprend bien. Okay. Ça ne veut pas définir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire à leur sujet. On va voir qu'en sémantique, on peut dire beaucoup de choses sur les noms et les phrases. On va dire que les phrases typiquement décrivent, que les noms réfèrent, que les phrases ont des conditions de vérité, que les noms n'ont pas de conditions de vérité, qu'on va étudier tout ça. Mais en grammaire catégorielle, on ne les définit pas. C'est les briques de notre réalité grammaticale, si vous voulez. À partir duquel on construit les autres catégories grammaticales. Autre question sur tout ça? Ça va? Bon, alors on passe à la sémantique. Alors je vous ai dit en sémantique, on a deux grands chapitres en quelque sorte. Il y a la vérité, qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, on va étudier la vérité. Et puis, il y a la manière dont fonctionnent les noms, plus généralement les expressions nominales. Comment est-ce que le langage s'ancre à la réalité? La référence. Okay. La vérité et la référence, ce sont un peu les deux grands chapitres de la sémantique. Nous, on commence par la vérité, qui est une propriété des phrases, précisément. Donc, pour revenir à la dernière question de Mathéo, vous ne pouvez pas dire qu'un nom est vrai, typiquement. Julie, est-ce que c'est vrai? Ça ne va pas. Par contre, Julie est blonde, ça c'est une phrase, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Là, ça marche. Donc, typiquement, la vérité, c'est quelque chose qui va concerner le second type d'expression de notre grammaire catégorielle, à savoir les phrases. Okay. Alors nous, on va commencer par se poser la question de savoir ce qu'est la vérité. Et avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on a besoin d'un certain nombre de distinctions pour éviter les questions dont on ne veut pas parler. Donc vrai et faux dans le langage ordinaire, ça peut être utilisé pour parler d'un certain nombre de choses qui ne sont pas celles qui nous intéressent ici. En philosophie du langage, lorsqu'on s'intéresse à la vérité et à la fausseté, on présuppose que l'on parle de la vérité et de la fausseté de représentation, et plus spécifiquement de représentation linguistique. D'accord ? Est-ce que vous voyez d'autres usages des expressions vraies ou faux qui ne portent pas sur des représentations ? Ouais. On pourrait imaginer un sens moral, dire à quelqu'un c'est faux d'agir ainsi. Ça fait mal. Oui, ça peut-être, mais c'est un sens qui est un peu qui est très étendu et qui est plutôt rare. Il y a des choses plus courantes d'utilisation de vrai et faux qui correspondent, qu'on n'applique pas à des représentations. Ouais. Une imitation, par exemple, je sais pas, d'un fossile, d'un objet précieux. Ouais. Ça ne veut pas que ce soit une représentation. Ouais. Vous pouvez dire un faux tableau, un faux billet. D'accord. Vous pouvez dire ça, c'est un vrai copain. Un vrai copain, c'est quelqu'un qui vous aide quand ça ne va pas. Vous pouvez parler en linguistique de faux amis. Ça n'a rien à voir avec un vrai copain. C'est un mot qui ressemble à un mot d'une autre langue, mais qui ne veut pas dire la même chose. Donc vous avez tout un tas d'utilisations de vrai et faux
un faux ami, un faux cul, un faux billet, un vrai philosophe, de vrais jumeaux, un vrai escroc, etc. Hein. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse là. Et c'est important de garder ça en tête. Euh, Quand on utilise vrai et faux, dorénavant, on applique vrai et faux exclusivement à des représentations. Et ce qui va nous intéresser en philosophie du langage, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire pour une représentation que d'être vrai ou faux, en tant que représentation. Okay. Vous allez dire le vrai, faux tableau, est-ce que c'est pas aussi une représentation, un tableau? Oui, mais vous voyez que c'est pas en tant que représentation qu'il est faux. Hein, donc si vous avez un tableau qui est une, je sais pas quoi, qui dépeint un paysage, ça c'est l'original, puis vous avez un faussaire qui copie ce tableau-là, d'accord? Ce tableau c'est un faux tableau dans le sens où c'est pas le tableau original, mais il peut parfaitement être aussi vrai ou aussi faux que l'original selon que le paysage dépeint était imaginaire ou était un vrai paysage. D'accord? Donc vous ne prenez pas les pieds dans le tapis avec l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qui sont vraies et fausses sans être des représentations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette propriété des représentations en tant que représentations qui sont vraies et fausses. Euh, donc on laisse de côté, à partir de maintenant, tous les usages non représentationnels de vrai ou faux. Deuxième point important sur ce qui va nous intéresser, on ne va pas s'intéresser à la question de savoir si telle ou telle proposition est vraie ou si elle est fausse. Pour ceux qui ont suivi les cours d'éthique avec le professeur Chevalier-Possel, vous avez parlé de la distinction entre l'éthique à proprement parler, ou l'éthique normative, et la métaéthique. En éthique normative, vous vous dites, on se pose typiquement la question, quel genre d'actions ou de personnes sont moralement bonnes ou moralement mauvaises? Est-ce qu'elles sont moralement bonnes ou mauvaises parce qu'elles ont des bonnes intentions, parce que leurs actions ont des bonnes conséquences, etc. En éthique, en métaéthique, pardon, on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la propriété d'être bon, indépendamment de savoir quel genre de choses sont bons. Mais qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Est-ce qu'il y a des valeurs? Quel est le rapport? Quels sont les rapports entre les valeurs et les normes, entre les valeurs et les droits, entre les valeurs et les vertus, entre les valeurs et les biens? Ce genre de questions-là. Vous voyez que ces questions-là, vous pouvez vous les poser sans à aucun moment prendre position quant à la question de savoir si telle ou telle chose est une valeur ou n'est pas une valeur. D'accord? Vous voulez savoir ce que c'est en général qu'une valeur. Ben nous, on s'intéresse de manière analogue à la vérité ici. On veut savoir qu'est-ce que c'est que la vérité d'une représentation sans nous demander quelles sont les représentations qui sont vraies. C'est important de noter ça parce que si vous êtes quelqu'un qui soutient, et on verra que les principales théories de la vérité soutiennent ça, qui soutient qu'il y a des propositions qui sont vraies, il y a des propositions qui sont fausses, vous n'êtes pas un dogmatique qui est en train de dire, et vous pensez par ailleurs que vous avez une définition de la vérité, vous n'êtes pas en train de dire « Ah, je sais tout ce qui est vrai, je sais tout ce qui est faux. » D'accord? Donc, si vous êtes un partisan de telle ou telle théorie de la vérité, vous êtes en mesure de savoir ce que c'est pour une proposition que d'être vrai. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en mesure de savoir quelles propositions sont vraies et quelles propositions sont fausses. D'accord? Donc, théorie générale de la vérité, ce n'est pas une théorie qui vous permet de sortir de votre chapeau pour n'importe quelle proposition qu'on vous présente, de dire « Ah, moi j'ai une théorie de la vérité, je peux vous dire dorénavant tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux. » Non, vous savez juste ce que c'est que la vérité. Ça ne dit pas encore que vous êtes en mesure d'appliquer cette théorie de la vérité à chacune des propositions en question. Alors, je vous ai dit, quand on s'intéresse à la vérité en philosophie du langage, on part de l'hypothèse que la vérité, c'est une propriété des représentations. Maintenant, on voudrait être un petit peu plus spécifique. En tout cas, il y a une question importante qui est de savoir quels sont les genres de choses qui sont fondamentalement vraies ou fausses. Quel type de représentations sont fondamentalement vraies ou fausses? Ce qu'on formule en théorie de la vérité, sous cette expression que vous rencontrez souvent, des porteurs de vérité. Quelles sont les choses qui sont des porteurs de vérité, qui sont des porteurs de cette propriété d'être vraies ou fausses? Truth bearer en anglais. Alors, vous allez me dire, quel genre de choses peuvent être vraies ou fausses? Quel genre de représentations peuvent être vraies ou fausses? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, sous ce terme représentation qui peut être vrai ou faux? Ouais. Les propositions, très bien. Est-ce que vous avez d'autres alternatives aux propositions? Les prédicats. Est-ce qu'un prédicat peut être vrai ou faux? Il peut s'appliquer avec correction à tel ou tel sujet, mais si je vous dis juste « et joli », ça ne peut pas être vrai ou faux.
Ouais. Prédicat. Sujet plus prédicat, là, on a une proposition, ça peut éventuellement avoir une valeur de vérité. D'autres choses que les propositions qui peuvent être des candidats à ce qui a une valeur de vérité. Vous commencez par les propositions, mais là vous êtes très philosophe. Imaginez que vous posez la question à votre grand-maman. Qu'est-ce que c'est qui est vrai ou faux pour votre grand-maman? Elle va pas vous dire une proposition. Ouais. Les affirmations. Oui, les affirmations. Quoi d'autre autour des affirmations? Ouais. Il fait. Ah, les faits, intéressant. Est-ce qu'un fait peut être vrai ou faux? Euh, alors, on va revenir sur les faits dans un instant. En général, on admet plutôt que non, mais il y a quelque chose, il y a une distinction proche autour des faits qui est être le cas ou ne pas être le cas. Un fait, c'est pas une représentation, euh, et c'est la raison pour laquelle on les exclut en principe des porteurs de vérité. D'accord? Mais cela dit, c'est pas une mauvaise suggestion dans le sens où on va voir qu'il y a une relation étroite entre les propositions et les faits. Donc pour l'instant, on a les propositions, on a les affirmations. Quoi d'autre qui peut être vrai ou faux? Ouais. Les théories. Les théories, très bien. Comment? J'ai une question. Oui. C'est quoi la différence entre proposition et affirmation? Ah, on va y revenir dans un instant. Pour l'instant, on fait un gros sac plein de bordel et puis on essaye de mettre de l'ordre après. On essaye juste de dire intuitivement, et c'est pas une mauvaise méthodologie, c'est-à-dire qu'on commence par se dire de quoi on dit que ça peut être vrai ou que ça peut être faux, et après on essaye de faire de l'ordre là-dedans pour essayer de distinguer les choses. Donc c'est une très bonne question, mais on y revient une fois qu'on a mis suffisamment de chantier dans les candidats possibles. Donc proposition, théorie, affirmation, Les descriptions. description. Quoi d'autre? Les perceptions. Les perceptions, très bien. Ouais. Oh, les sentiments. Ah, les sentiments, c'est bien. Certains disent que faut faire attention avec les sentiments parce qu'il y a une... faire attention avec les sentiments. Avec le fait de dire qu'un sentiment est vrai parce qu'il y a une ambiguïté sur... Est-ce qu'on veut dire que le sentiment est correct dans le sens où il a le bon rapport à la réalité? Donc vous pouvez dire... avoir peur de quelque chose d'inoffensif, c'est une peur fausse, on dit plutôt incorrecte, tandis qu'avoir peur de quelque chose de dangereux, c'est une peur qui est correcte ou qui est vraie. Mais il y a un autre sens de vrai au sujet des sentiments qui a trait à la notion d'authenticité des sentiments. D'accord? Un sentiment qui reflète vraiment quelle est la personne plutôt qu'un sentiment fin. Il y a des joies feintes, un peu exubérantes, des sentiments qui sont un petit peu joués, quoi. Et ça, quand vous dites c'est un vrai sentiment ou un faux sentiment dans ce sens-là, vous utilisez vrai ou faux, pas dans le sens de ce qui s'applique à des représentations, mais de faux billets de banque ou ce genre de choses, enfin une autre classe. Autre chose qu'il y avait encore que vous n'avez pas mentionné, c'est les phrases. Hein. Donc peut-être dans l'affirmation il y avait ça, mais une phrase, c'est un grand type de candidat pour les porteurs de vérité. Et encore un autre type de candidat pour les porteurs de vérité, vous en avez été proche avec la perception, c'est les croyances. Typiquement, on pense qu'il y a des croyances qui sont vraies ou fausses. La connaissance, alors on pense que c'est toujours vrai, mais au moins ça peut porter une valeur de vérité. Les jugements, donc il y a des états mentaux qui peuvent être vrais ou faux, il y a des entités linguistiques, et puis on va parler des propositions dans un instant. Ah, c'était pas ça dont je voulais vous parler sur cette diapo. Alors attendez, je vais y revenir après. Quels sont les porteurs de vérité? Ça, c'est ce qu'on va commencer par traiter dans un instant. Donc la question qu'on vient de voir là, je vous annonce juste le menu. Grande autre question qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que la vérité? Hein? Ça, c'est la question de la nature de la vérité. On va s'intéresser à différentes théories de la vérité. On verra qu'il y a une théorie de la vérité correspondance, une théorie de la vérité comme cohérence, une théorie de la vérité comme utilité, qui est sans doute une sous-version de la vérité cohérence, une théorie déflationniste de la vérité, et on verra une dernière théorie qu'on appelle la théorie de la vérité comme vérifaction, que j'ai omis de lister ici. Question un peu distincte de la précédente, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui rend les représentations vraies? En vertu de quoi une phrase est vraie? En vertu de faits, en vertu de ce que certains appellent des moments, en vertu d'états de choses, en vertu de situations. On verra qu'il y a plusieurs réponses à ça. Autre question sur la vérité, est-ce que la vérité est la même propriété pour toutes les propositions ou pour toutes les croyances, ou est-ce qu'il y a différentes formes de vérité? Vous avez donc vous avez un certain nombre de propositions aujourd'hui qui disent il faut arrêter de chercher une même définition ou une même approche de la vérité pour toutes les formes de vérité.
Parce que en réalité, il y a différents concepts de vérité qui s'appliquent à différents types de propositions. Je vous donne juste un exemple de ça, parce que j'y reviendrai pas par la suite. Vous savez qu'une grande distinction depuis Hume, c'est la distinction entre ce qu'on appelle les vérités analytiques et les vérités synthétiques. Les vérités analytiques, ce sont les vérités logiques. Si vous dites Julie est identique à Julie, ça c'est une grande vérité analytique. Les vérités analytiques, elles ont cette propriété de ne quasiment rien nous apprendre au sujet du monde. C'est les vérités logiques. Toutes les vérités que vous avez en logique, elles vous apprennent tout un tas de choses, mais elles ne vous disent rien au sujet du monde. Comme dit Wittgenstein, je ne sais absolument rien du temps qu'il fait si je sais qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas. D'accord ? Ça, ce sont les vérités analytiques ou logiques. Et de l'autre côté, il y a des vérités synthétiques. Des vérités qui ne sont pas vraies pour des raisons purement logiques. Si je dis qu'il pleut, si je dis il y a 35 voitures sur ce parking, ces choses-là sont des choses vraies ou fausses, mais en vertu du monde. D'accord ? Une distinction très courante pour rendre compte de la valeur de vérité de ces propositions, c'est de dire que les vérités synthétiques, elles sont vraies en vertu d'éléments qui appartiennent au monde. D'accord ? Ce qui rend vrai une vérité synthétique, comme il y a 35 voitures sur le parking, c'est le nombre de voitures qu'il y a sur le parking. Tandis que ce qui rend vrai une proposition analytique du type s'il y a 35 voitures sur le parking, alors il n'y en a pas 34. S'il y a exactement 35 voitures sur le parking, alors il n'y en a pas exactement 34. Ça, c'est une vérité analytique. Ce qui rend vrai ça, c'est la signification des termes de la phrase. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au monde, mais on dit typiquement que les vérités analytiques, elles sont vraies en vertu de la signification des mots de la phrase. Si vous vous intéressez aux vérités logiques, comment se fait-il qu'il ne soit jamais le cas que P et que non P, qu'il fasse beau et qu'il ne fasse pas beau ? Ça, ce n'est pas dû à la signification du terme beau ou du terme faire, ce serait juste dû à la signification des petits mots logiques et ne pas. D'accord ? Donc, c'est un exemple de pluralisme au sujet de la vérité. Les vérités des propositions synthétiques, elles doivent être expliquées d'une certaine manière, en termes de relation à l'aide du monde, vis-à-vis du monde extérieur. Les vérités analytiques, elles doivent être expliquées juste à l'aide de la signification des termes logiques que contiennent la phrase en question. Voilà, je ferme cette petite parenthèse sur ce dernier type de question. Donc nous, on va s'intéresser principalement à cette question-là et aux deux premières questions ici, quels sont les porteurs de vérité de la phrase. Alors, je reviens, avant qu'on vienne à la question des porteurs, sur ma question préliminaire, qui est, pour revenir à la grammaire catégorielle qu'on a vue tout à l'heure, et vous convaincre qu'il y a quand même une certaine utilité à cette machinerie, on s'intéresse à la vérité. La vérité, c'est un nom, mais typiquement, on ne va pas utiliser le nom, on va utiliser une autre forme d'expression qui est vrai. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle catégorie appartient cette expression est vrai dans notre grammaire catégorielle ? Oui. C'est un prédicat, très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose de spécial au sujet de ce prédicat ? Ouais. Une phrase qui serait sous la forme X est vrai peut être vraie ou fausse. Du coup, il y a cette histoire de sur et d'usage. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une boucle un peu qui je sais pas. Oui, alors quel est plus exactement le rapport entre l'usage et la mention ici ? Donc qu'est-ce que vous mettez ? Donc, est vrai, c'est vrai que c'est un prédicat. Donc un prédicat, c'est quelque chose qui prend un nom pour faire une phrase. Okay ? Nous, on a envie de dire que les phrases sont vraies ou fausses. D'accord ? Pas que les noms sont vrais ou faux. Donc comment est-ce que ça marche cette histoire-là ? Comment est-ce que est vrai ? Qu'est-ce que vous mettez pour compléter le prédicat est vrai en tête de prédicat ? Ouais. Et quoi, un nom de phrase ? Il faut mettre un nom de phrase, exactement. Il faut mettre une phrase entre guillemets. Vous pouvez mettre « il pleut » entre guillemets « est vrai ». D'accord ? Ça, c'est la thèse standard au sujet du prédicat, au sujet des expressions de vérité. D'une part, ce sont des prédicats, et d'autre part, ce sont des prédicats qui, comme tous les prédicats qui prennent un nom pour faire une phrase, mais qui prennent ici plus spécifiquement un nom de phrase pour faire une phrase. D'accord ? Quand vous parlez de vérité, vous devez nommer une entité linguistique, une représentation. Donc quand vous parlez de vérité, vous êtes dans le métalangage. Vous êtes en train de parler
en partie du langage. Quand vous dites une représentation est vraie, il faut que vous parliez de la représentation et pas simplement du monde. Donc ça, c'est une première remarque importante sur la vérité. Quand on parle de la vérité d'une expression, ben on est obligé de parler d'une expression. Pas seulement, il faut aussi parler de ce qui la rend vraie, peut-être un élément du monde, ok. Mais tout discours sur la vérité mélange à la fois un discours sur les éléments du monde qui rendent vrai et les expressions dont on parle, les phrases, les propositions, les croyances, les tableaux, les images, les perceptions, tout ce que vous voulez. Il faut qu'on parle des représentations quand on parle de vérité. Donc la vérité, elle est à cheval entre les représentations dont on parle et le monde dont on parle aussi. Donc ça va forcément, il va y avoir des guillemets quelque part. J'aurais peut-être un peu en arrière, mais en fait, je posais la question si on peut parler de vérité mathématique aussi ou bien pas. Enfin, Oui, donc souvent on range les vérités mathématiques du côté de ce que j'ai appelé les vérités analytiques, ici. oui. Alors, ça c'est un grand chapitre de l'histoire de la philosophie du début du XXe siècle, et des mathématiques et de la logique. On avait un programme qu'on a appelé le logicisme, qui cherchait à réduire les mathématiques à la logique. Qui cherchait à dire toutes les vérités mathématiques, à l'arrivée, ça peut être des vérités logiques. C'est un programme qui a largement échoué, enfin largement pour les raisons qui sont en tout cas largement admises, mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a des vérités analytiques et celles-ci elles incluent à la fois la vérité logique et les vérités mathématiques. Kant pensait que parmi les vérités mathématiques, on est un peu avant le XXe siècle, là. Avant les vérités mathématiques, au sein des vérités mathématiques, il y avait deux types de vérités. Il y avait les vérités arithmétiques, 2 plus 2 égale 4, et les vérités géométriques, le théorème de Pythagore. Il pensait que les vérités géométriques, c'était des vérités synthétiques, qu'on ne peut pas réduire à des pures vérités logiques, mais qui concernent un peu le monde de l'espace. Et vous voyez, intuitivement, une vérité. Son idée, c'est la géométrie. Il faut voir. Alors, pas voir dehors, mais il faut avoir une représentation des figures. Et ça, c'est comme ça qu'on arrive à voir que le rond, le triangle ont certaines propriétés. Il disait l'arithmétique, c'est pas pareil. C'est purement juste une vérité qui porte pas directement sur le monde. Et après Kant, on a montré, Carnap notamment, que les vérités géométriques pouvaient être amenées à des vérités arithmétiques. Tout ça, c'est des grands chapitres de l'histoire de la philo des mathématiques et de la logique. Dites-vous, donc oui, il y a des vérités mathématiques, et en général, on les range du côté des vérités analytiques. Donc, je reviens à la question, un peu la question préliminaire. On s'intéresse à la vérité, plus précisément au prédicat est vrai. Et ce prédicat, comme vous l'avez bien vu, c'est un prédicat qui prend des noms, comme tout prédicat, mais pas n'importe quel nom. Il prend un nom de phrase. Okay. Donc il faut mettre des guillemets d'après la convention qu'on a adoptée ici. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève les guillemets autour de Saturne est une planète ici? Donc Saturne est une planète est vrai, toute cette phrase-là. Ça, c'est une phrase correcte. Si j'enlève les guillemets, qu'est-ce que ça donne comme phrase? Saturne est une planète est vrai sans les guillemets. Ouais. Du point de vue de la syntaxe, ça marche plus. Exactement. C'est une phrase qui n'est pas bien formée. C'est une phrase qui respecte plus les contraintes grammaticales. D'accord? Donc c'est même pas une phrase dont vous pouvez dire qu'elle est fausse. Saturne est une planète est vrai, sans les guillemets. C'est juste une phrase qui veut rien dire. D'accord? C'est comme si je vous dis, quoi? Si je vous dis il faut que dorme. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut rien dire. C'est une proposition qui n'est pas bien formée. D'accord? Ça, c'est une proposition sans les guillemets qui n'est pas une proposition bien formée, qui est dénuée de sens, comme dira Wittgenstein. Ouais. Dénué de sens, c'est vraiment en lien Euh, avec des propositions qui ont du sens. oui, alors, comment? En poésie, par exemple. Oui. L'idée, c'est que avoir du sens, donc respecter les contraintes grammaticales, c'est une condition nécessaire pour être vrai ou faux. C'est évidemment pas suffisant. Donc il y a des propositions poétiques, des usages non sérieux du langage, comme dira Frege, et puis il y a des propositions interrogatives, promissives, etc., qui n'aspirent pas à la vérité. Mais en tout cas, remplir les contraintes grammaticales, c'est nécessaire pour pouvoir être vrai ou faux. Donc, est vrai, c'est un prédicat métalinguistique qui fait des phrases avec des noms de phrases.
Alors ça, c'est la thèse standard. Je vous mentionne juste en passant quelque chose que vous pouvez garder en tête, parce que peut-être que quand on tombe dans des impasses en philosophie, c'est utile de revenir à d'autres possibilités qu'on a laissées de côté. Est-ce que vous voyez une autre manière d'exprimer la vérité qui n'est pas un prédicat? Une autre expression linguistique qui contient le mot vrai, mais qui n'est pas un prédicat. Oui. Très bien. Il est vrai que. Qu'est-ce que c'est il est vrai que comme forme d'expression linguistique, comme catégorie d'expression linguistique? Un opérateur, très bien. Après, il est vrai que vous mettez une phrase, d'accord? Donc vous pouvez dire il pleut est vrai, ou vous pouvez dire il est vrai qu'il pleut. Ça veut dire on est un petit peu en train de faire des distinctions sans différence ici. Mais en réalité, sur les théories de la vérité, vous allez voir que c'est un tel dédale, les théories de la vérité, c'est que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on vise en priorité dans nos théories de la vérité. Beaucoup, la thèse standard, c'est qu'il faut s'appuyer sur le prédicat est vrai. Mais vous avez une petite minorité de philosophes qui disent non, en fait, l'expression fondamentale, c'est il est vrai que. Et ça change après la manière dont on va comprendre la vérité. Donc il est vrai que Saturne est une planète, je vous ai mis là. Il est vrai que c'est un opérateur, très bien. Et puis j'ai dû vous mettre la référence à un article récent de Mulligan qui discute ces questions-là ici, si vous voulez creuser. Ok, alors. Je commence par vous dire 5 minutes par la notion de porteur de vérité avant qu'on fasse une petite pause. Donc, les porteurs de vérité. Quand on se pose la question des porteurs de vérité, que je vous ai introduite précédemment, on se pose la question de savoir quel genre de choses peuvent être vraies ou fausses. C'est une très vieille question. Vous avez cette citation, c'est Sextus. Some philosophers place the true and the false. Donc, quelques philosophes, les stoïciens, considèrent que le vrai et le faux s'appliquent à ce qui est dissible mais incorporel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très loin de ce qu'on va appeler les propositions. D'autres disent que le vrai et le faux s'appliquent aux utterance, aux énonciations, ce qu'on va appeler les phrases ici. D'autres encore disent que le vrai et le faux s'appliquent à des processus de pensée. Ça, c'est les trois grandes alternatives qu'on va avoir sur les porteurs de vérité. Soit vous pouvez dire que les porteurs de vérité, c'est des phrases, des choses qu'on prononce, d'accord? Soit vous pouvez dire que les porteurs de vérité, c'est quelque chose de plus abstrait que les phrases, qu'on va appeler des propositions. Et on va répondre à votre question tout à l'heure. On va essayer en tout cas de savoir ce que c'est qu'une proposition, ce qui la distingue d'une phrase. Soit vous pouvez dire que fondamentalement, les porteurs de vérité, ce sont des processus de pensée, typiquement des croyances, des jugements, des représentations internes. D'accord? Ou vous pouvez avoir un mix de tout ça. Vous pouvez dire, toutes ces choses-là peuvent être vraies ou fausses. Alors, excusez-moi que je fasse apparaître ça comme il faut. Donc, plusieurs candidats, les propositions, les croyances, les images, les jugements, les thèses, vous en avez trouvé beaucoup et ajouté d'autres. Notez que parmi les porteurs de vérité, j'insiste un peu là-dessus, il y en a un certain nombre qui sont exclus. Ceux qui ne sont pas des représentations, les faits. Donc, contrairement à la proposition que vous faisiez tout à l'heure, les faits, a priori, ce ne sont pas des représentations. C'est des choses qu'il y a dans le monde, ça ne représente pas un fait. C'est constitué par un certain nombre de choses, c'est le cas, mais ce n'est pas quelque chose qui représente. Et puis on a certaines représentations, comme les noms, les prédicats, les opérateurs, qui sont des choses représentationnelles, qui relèvent du langage, mais qui ne peuvent pas être vrais ou faux. D'accord? Si je vous dis il est bon que, ça c'est un opérateur, est-ce que c'est vrai ou faux? Non, vous ne pouvez pas répondre à cette question-là. Alors, le premier candidat, quand on cherche à définir, à spécifier quels sont les porteurs de vérité, ce sont les phrases. Qu'est-ce que c'est donc, ce qui est fondamentalement vrai ou faux, ce sont les phrases, ça c'est la proposition. La philosophie du langage est fascinante est une phrase vraie. Donc vous voyez que ça, on est en train de parler d'une phrase, c'est pour ça qu'on met les guillemets, on est bien dans le métalangage. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Vous avez deux grands types de phrases, les phrases écrites qui sont écrites, les phrases parlées qui sont prononcées. D'accord? Dans tous les cas, une phrase, c'est quelque chose qui est quelque part dans l'espace et dans le temps. D'accord? La localisation des événements dans l'espace est un sujet un peu compliqué, mais
En gros, là, vous avez une phrase sur l'écran, et puis, si je vous l'ai dit, vous avez une phrase qui est prononcée à un certain moment. Et ça, c'est le grand avantage de cette première proposition, de dire les porteurs de vérité sont les phrases, c'est que vous avez un certain nombre de philosophes, dont vous faites peut-être partie ou pas, qui se crispent un petit peu, pardon pour les coquilles ici, qui se crispent un petit peu dès qu'on parle d'entités abstraites. Donc si vous leur parlez de table, de chaise, de chat, de coucher de soleil, ils sont contents. Si vous leur parlez de monde, de propositions, des tas de choses, de choses qui sont en dehors de l'espace et du temps, ils commencent à dire oh là là, moi je ne sais pas du tout ce que c'est que ces trucs-là, je ne les vois pas, je ne les touche pas, ça ne peut pas bouger, je ne vois même pas comment je peux les connaître. Donc ils n'aiment pas ça. On appelle souvent ces philosophes des nominalistes. Nominaliste, c'est un peu un terme fourre-tout pour des philosophes qui n'aiment pas les entités abstraites, là c'est le sens dans lequel j'utilise. Un autre sens qui ne recouvre que partiellement ce sens-là, c'est les philosophes qui n'aiment pas les universaux. Donc ici, les nominalistes, c'est ceux qui aiment que on parle de choses concrètes et exclusivement de choses concrètes. Et vous voyez qu'un nominaliste, il est content en disant que les phrases, c'est les porteurs de vérité, parce que les phrases, ben, elles ont lieu à un certain moment, sont écrites, elles sont dans un certain endroit. Donc on ne va pas spéculer sur des entités abstraites, ce que vont être les propositions pour rendre la mèche un petit peu la balance. Mais là, vous dites que une phrase, c'est forcément écrit ou prononcé, mais si moi, dans ma tête, j'ai une idée d'une phrase, vous me pouvez questionner sur la vérité ou pas, mais du coup, c'est un processus de pensée, ou c'est quoi la limite, en fait, de une phrase? Ce que vous avez dans la tête, c'est pas une phrase dans cette optique-là, c'est l'idée d'une phrase. D'accord? Vous pouvez avoir l'idée de tout un tas de choses qui ne sont pas le cas, qui n'existent pas. Donc, un cheval, c'est dans l'espace qu'elle a. Mais vous pouvez avoir dans votre tête l'idée d'un cheval, ça ne veut pas dire qu'il y a un cheval dans votre tête. D'accord? Donc, l'idée d'une phrase, vous pouvez avoir la représentation d'une phrase dans votre tête. Vous pouvez même avoir la simulation mentale du prononcer une phrase, vous dire, ah, je pourrais prononcer cette phrase-là. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec des représentations de phrases et des phrases représentées. Mais une phrase, à strictement parler, on admet ici que elle doit être prononcée, elle doit avoir une existence dans le temps et dans l'espace, d'accord? Soit orale, soit écrite. Si vous prenez ça comme juste un point stipulatif, si vous voulez, hein, c'est juste, la proposition, c'est les phrases sont les porteurs de vérité. Ok. Alors une objection, donc ça, on a un avantage. Une objection à cette proposition, c'est que si vous identifiez les phrases comme les porteurs de vérité ultime, vous êtes obligé de dire qu'il y a un certain nombre de choses vraies qui ne sont pas vraies avant d'avoir été prononcées. Je vais prononcer, je ne sais plus ce que j'ai mis, supposez que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, roulement de tambour, je prononce la phrase suivante. 2 et 2 font 4 et Neuchâtel n'est pas en Indonésie. Vous voyez comme c'est génial le langage, vous êtes arrivé aujourd'hui, pour la première fois est arrivée une phrase complètement inédite que personne n'a jamais prononcée. Et en plus elle est vraie. Et en plus elle est vraie. Ok. Ceux qui refusent les phrases comme porteurs de vérité disent non mais attendez, cette phrase, elle exprime une vérité qui était déjà vraie avant que vous prononciez cette phrase. D'accord? C'était déjà vrai avant que Olivier Massin prononce cette phrase à 11h04 le 28 février, que 2 et 2 font 4 et Neuchâtel n'est pas en Indonésie. Mais cette phrase, elle n'avait jamais été prononcée. Donc si le porteur de la vérité, ni écrite, si le porteur de la vérité c'était les phrases écrites ou parlées, alors c'était pas vrai avant que j'écrive cette phrase ou avant que je la prononce que 2 et 2 font 4 et que Neuchâtel n'est pas en Indonésie. D'accord? Donc ceux qui disent les phrases, on n'est pas très content de les avoir comme porteurs de vérité, disent on ne doit pas attendre que les gens prononcent des phrases ou écrivent des phrases pour que les vérités correspondantes existent ou n'existent pas. Il y a des choses qui sont vraies même si personne ne les a pensées ou les a prononcées. Ok, ça c'est le problème avec lequel on part en pause. Donc, devoir pour la pause, vous réfléchissez à des solutions alternatives pour rendre compte de vérités qui n'ont pas été prononcées ni écrites. On se retrouve dans 9 minutes à écart. Ouais, c'est pas comme ça. Ouais.
Et puis, bon, Ah, pour ça que je dans l'optique de il faut faire des choses que je ne connais pas. Donc, tout et pour tout, ça fait au moins 6 mois, je pense. Minimum. Et après, il faut être. Je veux commencer les dans le premier temps. Sinon, ça fait une armée plus. Après, ce qu'il faut faire, c'est passer au code mais pour le faire libre. Mais justement, en fait, tu peux pas faire valider le crédit avant le temps, c'est ça, je bah, apparemment pas. Je croyais que tu pouvais faire pas encore inscrit. Les choses que tu inscris pas tous les dates. Et du coup, tu vois, typiquement, bah, les trucs que j'ai su maintenant, je vois que les autres personnes. Parce que comme ça, il peut me donner une note. Tout ce qu'il m'a pas donné, en fait. Si tu veux. Non. Et je vais faire mon exposé sur le texte de
Les qualités d'athlète sont encore bien. Comme dans aujourd'hui, c'est une élégance. Merci. Ah, oui. On a presque parlé de l'élégance. Hein? On a parlé de l'élégance. Ouais, exactement. C'est un cheval qui saute l'obstacle. Ouais, mais ça, quand tu veux tirer les cartes, ça laisse en compte. Ça peut être un petit peu symbolique encore. À un certain âge, là, j'ai l'impression que tu rates le truc. Ah, ok, alors on va rester sur élégance, I guess. En plus, je comprends pas tout de suite. Et en fait, on va rester sur ça. Maintenant, on va passer l'obstacle avec une élégance, I guess. Oh, tiens, il n'y avait pas tellement de. L'obstacle, là. Ah, mais oui, il y a l'athlète. Non, ah oui, il y a le. Oui, t'as fait l'athlète. Ouais. Ah oui, là, ouais, là, il y a l'obstacle. Ah, t'as fait le. Tu vois, le 100 mètres. Ça peut être sérieux, tu sais, ou bien? Ouais, c'est ça, dans cette question. Ok, mais tu m'entraînes, c'est quoi tes exercices sur ça? C'est quoi tes spécialités en fait? Hein? Demi-fond. Donc, bon, La définition, je pense, c'est en fait demi-fond. Tu vois, du type de mouvement. c'est endurant. Exactement. On a oublié de faire la présentation avant. Je sais pas si ça C'est moi qui ai oublié, je suis bête. Je vous laisse la parole tout de suite. Non, non, j'ai plus. Alors, avant de reprendre une petite présentation que j'ai oubliée, que nous avons en début de séance des étudiants qui vous présentent les activités de l'association. Alors, juste, la plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez déjà entendu, mais le comité du FIC a changé, a bien changé, et on est très motivé à faire quelque chose ce semestre et à venir. On va vous passer encore ces deux QR codes, c'est que vous faites partie des deux groupes WhatsApp qu'on a pour juste recevoir des informations et être plus actifs dans l'organisation d'événements. Et juste, on voulait aussi vous parler de ce jeudi. On organise un apéro. On va se voir à 18h30. Juste en face du bord du lac. Si j'ai trop froid, je change d'endroit. Vous inquiétez pas. Et la semaine prochaine, mardi à 16h, on a notre première réunion plus officielle. Et on se verra à la cafétéria à 16h. Si vous faites des idées pour des projets ou autre, venez se
Et surtout, ce semestre, on va organiser la Undergraduate Conference. J'appelle c'est la deuxième édition. Ça va être super. Et j'ai l'impression qu'on nous demande pour organiser ça parce que c'est du travail, mais c'est vraiment une super opportunité. Nous, on a déjà été à l'orientation de la SOPA l'année passée et c'était vraiment une super expérience. On vous recommande vivement. Voilà. Et toutes les informations que vous avez par rapport aux événements, comme ça, Si vous avez oublié tout ça. Et c'est les groupes des QR codes ne fonctionnent pas très bien. Vous avez reçu normalement un mail hier, avec en fait le lien directement, vous passez et puis vous arrivez sur WhatsApp. Et si jamais ça lui en veut comme ça, vous nous écrivez un mail, puis nous on vous invite. Enfin, ça serait bête de couper un peu des infos. Ou bien si jamais vous voulez savoir à quelle heure elle a fait et que vous n'arrivez pas à nous contacter, ça serait bête. Pour pas empêcher des problèmes techniques de venir. Merci beaucoup, Patricia, Larissa. J'en profite pour vous dire, c'est une chance et une grande qualité de l'Institut de Philo d'avoir déjà une association d'étudiants qui est très active, comme le FINC, et qui dépend de vous, exclusivement de vous, pour que ça vive, pour parler d'autre chose que ce qu'on parle en cours, pour avoir des occasions d'échange. On a aussi une tradition d'avoir des étudiants qui sont très impliqués dans différentes instances de l'université. Je suis sûr que vous avez été sollicités pour tout un tas de choses, le conseil de fac, tout un tas de commissions, etc. C'est très bien pour vous, c'est très bien pour nous. Vous, ça vous rajoute des lignes à votre CV, ça vous fait un peu d'expérience. Et puis pour la vie de l'Institut de Philo, c'est quelque chose qui a toujours été, qu'on valorise et qui nous a toujours permis de sortir un peu notre épingle du jeu. Donc n'hésitez pas à poursuivre cette grande tradition d'un institut de philo très actif et enthousiaste sur la philosophie et le dynamisme de la faculté et de l'université en général. Donc on est en train de se poser la question de savoir quels sont fondamentalement les porteurs de vérité. Première solution, les phrases qui sont prononcées ou écrites. Petit problème avec cette solution, un des problèmes, qui consiste à dire, mais il y a un certain nombre de vérités qui n'ont pas attendu des phrases pour être vraies. C'était vrai que les dinosaures ont disparu avant que quiconque ait déjà prononcé la phrase « les dinosaures ont disparu ». Donc comment est-ce qu'on peut rendre compte de ça? Une solution pour améliorer les choses, c'est de faire appel non pas aux phrases, mais à ce qu'on appelle des types de phrases. Voici 3 phrases, j'ai oublié les points. Les pangolins ressemblent à des artichauts. Les pangolins ressemblent à des artichauts. Les pangolins ressemblent à des artichauts. Je ne sais pas de vous matraquer ça pour que vous acceptiez, mais c'est juste pour vous dire, il y a 3 phrases ici. Il y a 3 phrases, mais il y a un seul type de phrase. D'accord? Donc c'est très important de distinguer, ici comme plus généralement en métaphysique, les occurrences des types. D'accord? Parfois dans un même livre, vous avez plusieurs occurrences, en général, plusieurs occurrences d'un même mot. Okay, il y a un seul type de mot, plusieurs occurrences. Ici, on a plusieurs occurrences d'une même phrase, 3 phrases pour un seul type de phrase. Okay? La proposition, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les porteurs de vérité, ce ne sont pas les phrases, mais les types de phrases? Ça résoudrait en partie le souci précédent. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, c'était vrai que les pangolins ressemblaient à des artichauts avant qu'Olivier Massin l'ait dit pour la 3e fois. Okay? Parce que ça avait déjà été dit une fois. Le type de phrase lui-même, c'est quelque chose qui est fondamentalement un porteur de vérité. Donc, ça c'est la proposition, un type de phrase, il peut exister même si les phrases n'ont pas été prononcées. Le type de phrase « les pangolins ressemblent à des artichauts » pourrait exister même si jamais personne n'avait prononcé ou écrit les phrases en question. Donc, relativement au souci précédent, vous pouvez très bien dire qu'il y a eu des vérités avant que quiconque prononce une phrase, parce que les types de phrases qui correspondaient à ces vérités existaient déjà dans un ciel platonicien, si vous voulez, et que ces types de phrases-là étaient vrais ou faux. Alors ça, c'est une proposition intéressante, mais qui rencontre un problème fameux, qui est le problème, pardon, encore pour les coquilles, phrase indexicale avec un E, le problème des phrases indexicales. Si je dis « nous sommes le 28 février », cette phrase, elle est vraie.
si demain je dis nous sommes le 28 février, la phrase que je prononcerai demain, elle sera fausse. Ok. Maintenant, le problème, c'est que le type de phrase qui correspond à ces deux phrases, ces deux occurrences, nous sommes le 28 février prononcé aujourd'hui et nous sommes le 28 février prononcé demain, ben ce type de phrase, nous sommes le 28 février, qui est en dehors du temps, ben il va être tantôt vrai, tantôt faux. Donc un même type de phrase va être vrai dans certaines circonstances et faux dans d'autres circonstances. D'accord ? Et ça, c'est pas quelque chose qu'on est très heureux d'avoir. Est-ce que j'avais pas mis un autre exemple? Non, je n'ai pas mis un autre exemple ici. Vous voyez le problème donc pour les types de phrases. Hein, les types de phrases, ils sont... Si vous faites des types de phrases des porteurs de vérité, vous ne pouvez pas rendre compte du fait que souvent, la vérité, elle dépend d'une phrase dans un certain contexte. Okay, vous êtes allé trop abstrait, pour ainsi dire. Vous êtes en train de dire que le type de phrase qui correspond à cette phrase-là, ben, il est parfois vrai, parfois faux. Une même chose est à la fois vraie et fausse, et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, la proposition qui, en général, emporte, et qu'on a évoqué précédemment ici, qu'emporte l'adhésion des philosophes qui ne sont pas trop enclins au nominalisme, c'est de dire que ce qui porte les valeurs de vérité, ce qui est vrai ou faux, fondamentalement, ce ne sont pas des phrases, ni des types de phrases, mais des propositions. On a parlé des propositions brièvement la dernière fois, je vous ai dit, les propositions, ce ne sont pas des phrases, ça correspond à ce qu'on appelle la signification des phrases. Les propositions sont des entités abstraites qui existent en dehors de l'espace et du temps. Donc vous pouvez vous dire qu'elles existent toujours ou jamais. Peu importe, elles ne sont pas dans le temps, elles sont encore moins dans l'espace. Alors comment est-ce qu'avec les propositions, on rend compte de notre problème précédent? L'idée en général, c'est que une phrase ou un type de phrase tel que nous sommes le 28 février, prononcée à différents moments, ça va correspondre à différentes propositions. Donc la manière dont on individue les phrases, ce n'est pas la même chose que la manière dont on individue les propositions. D'accord? Donc cette même suite de signes linguistiques, selon le moment où elle va être prononcée, ça va correspondre à une proposition ou à une autre proposition. Je vous donne un autre exemple. Si je dis « je mange », et si Julie dit « je mange », c'est la même phrase qui est prononcée par Julie et moi, mais ces phrases expriment deux propositions différentes. La proposition que j'exprime quand je dis « je mange », c'est « Olivier Massin mange ». La proposition que Julie exprime quand elle dit « je mange », c'est « Julie mange ». D'accord ? Donc les propositions sont des entités abstraites qui vous permettent de distinguer clairement les différents ancrages indexicaux des phrases. Qui parle? À quel moment il parle? D'où il parle? D'accord? La proposition, elle va spécifier tout ça entièrement. Ok? Ça, c'est un premier avantage des propositions. Un autre avantage des propositions, on l'a vu la dernière fois, c'est quand il s'agit de comprendre ce qui se passe d'une langue à l'autre. Si vous prenez deux phrases, Bob dort et Bob schläft, vous voyez bien que ces deux phrases, elles correspondent à une même signification. D'accord ? L'une en français, l'autre en allemand. Comment ça se fait qu'on peut traduire ces deux phrases? Eh bien, les partisans des propositions disent c'est facile, parce que ces deux phrases expriment la même proposition. Et ça, c'est utile pour nous en théorie de la vérité, parce qu'on va dire ces deux phrases, elles sont vraies, parce que fondamentalement, les propositions qu'elles expriment sont vraies. Alors, pour bien voir la différence entre phrase et proposition, voici un petit dispositif. Combien il y a de phrases ici sur la diapo? Oui. 9. Combien il y a de types de phrases? 3, très bien. Et combien il y a de propositions? 1. Ah, vous êtes trop bon. 9 phrases, 3 types de phrases, 1 proposition. D'accord? Donc, vous voyez que la proposition, vous ne pouvez pas dire, donc vous posiez la question tout à l'heure, c'est quoi la distinction entre une phrase et une proposition? Vous voyez bien que la proposition, je ne peux pas vous la montrer ici. Je ne peux pas vous dire, elle est où la proposition qui correspond à cette phrase? Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas dans l'espace, elle n'est pas non plus dans le temps. Okay? Par contre, vous voyez bien, pour ainsi dire, que toutes ces phrases expriment une même chose, une même idée. Okay? Cette idée qui exprime les phrases, c'est ça la proposition. D'accord? Et j'allais dire la proposition dans un autre sens, la thèse suggère ici,
c'est que ce sont ces propositions, ces entités qui se cachent derrière les phrases, qui sont la signification des phrases, qui sont fondamentalement des choses qui sont vraies ou fausses. D'accord ? Donc j'arrive tout de suite, les propositions, ce sont bien des entités représentationnelles, elles sont plus abstraites que les phrases, prononcées dans le langage ordinaire, parce que là, il n'y a qu'une proposition alors qu'il y en a 9, mais c'est ça qui fondamentalement aspire à la vérité ou à la fausseté. Non, c'était juste pour le domaine là, de la traduction. Si on va un petit peu plus sur le domaine de la langage, si je veux traduire rouge seulement des 5 lettres en anglais, Ouais. ça devient, comme je le traduis là, du coup, ça devient red seulement. Rouge est un mot de 5 lettres? Ouais, ça devient red is a word of 3 letters. Ah, non, non, non. Du coup, ça, c'est un problème pour cette valeur-là de vérité. Rouge a 5 lettres. Voilà. Red is a word of 3 On letters. sait traduire le has 5 letters. On sait traduire la suite ici. La question, c'est comment vous traduisez ça. Ouais. Ça, vous vous rappelez que c'est un nom. Hein, c'est le nom de ce qu'il y a au milieu. Donc, c'est un nom qui parle de l'expression du mot français rouge. Donc ça, vous ne pouvez pas le traduire. Ok. Vous devez refaire rouge ici. Okay, la bonne traduction de ça, c'est rouge has 5 letters. Hein, parce que vous voyez bien que vous ne pouvez pas traduire ce qu'il y a dans les guillemets ici. Hein, parce que le guillemet, il nomme le mot qui est là. Hein, alors, peut-être ce qui sème la confusion, c'est que il y a des conventions de traduction pour certains noms ou prénoms où on change on a Geneva, Genf, Genève, où on change les prononciations. Mais en général, mais ça c'est juste des conventions d'usage. En principe, le nom dont on parle ici, c'est une phrase qui est vraie parce qu'elle parle d'un nom, ce nom rouge. Si vous voulez la traduire, vous devez faire que la phrase parle toujours du même nom, hein, à savoir le nom rouge en français ici. Ça va? Hein? Alors, j'espère que vous voyez un petit peu plus ce que sont les propositions par rapport aux phrases. Oui, deux questions. Moi, j'ai juste la question, est-ce que une proposition, c'est, il y a une notion d'interprétation? Enfin, parce qu'il y a des choses comme les couleurs, si je dis cette forme est verte, peut-être que le vert que moi j'entends, c'est pas le même vert que quelqu'un d'autre. Et du coup, suivant la personne qui prononce la phrase, c'est deux propositions différentes. Et puis c'est pareil avec une notion de valeur, je sais pas, genre pièce ou des choses comme ça. Non, alors, j'espère que ça va répondre à votre question, mais l'idée, c'est que les propositions, elles sont complètes. En un sens, elles spécifient tout ce que vous avez en tête. Donc, si vous dites « il pleut », c'est une phrase qui a l'air très bête, mais sur laquelle les linguistes s'arrêtent les cheveux, parce que « il pleut », en réalité, s'il y a un indexical caché, il y a deux indexicaux cachés qui sont ici et maintenant. Okay, donc, une première question pour les linguistes, c'est est-ce que le « maintenant » est caché linguistiquement dans l'usage du temps présent. Hein, il y a un certain nombre de linguistes qui pensent que le temps présent, c'est en fait une forme d'indexical qui veut dire maintenant systématiquement. Dans l'usage standard, parce qu'il y a d'autres formes de présent que vous pouvez utiliser au futur ou au passé, mais dans l'usage standard. Donc ça, c'est une question purement linguistique. Mais, donc si vous voulez faire, quelle est la proposition qui correspond à il pleut, il va falloir tout mettre sur le tapis, pour ainsi dire. Les propositions, elles cachent rien du tout. Donc, vous commencez par dire il pleut ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est pas assez pour avoir une proposition dans le sens strict. Il va falloir dire il pleut à Neuchâtel le 28 février 2023. Okay, ça commence à se rapprocher vraiment d'une proposition complète. Hein. Et puis, il faut regarder s'il n'y a pas encore des petites expressions cachées derrière, parce que, puis là, je reviens plus directement à votre question, peut-être qu'il pleut, pour vous, il suffit qu'il y ait 3 gouttes pour que vous appeliez ça de la pluie, alors que pour Mathéo, pour qu'il pleuve, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de pluie. Donc, ça, on va essayer de le neutraliser aussi dans la proposition comme on la pense. On va dire, il pleut, à ce moment-là, précisons, il tombe 3 gouttes, ici et maintenant, enfin, à Neuchâtel, le 28 février 2023. D'accord ? Donc, la proposition, elle est censée... comment dire ? Elle met tout sur le balcon, la proposition. Elle n'est pas en train de... Elle désambiguise les indexicaux, elle désambiguise différentes manières dont vous et moi pouvons utiliser un même terme, et puis là, vous arrivez à cette proposition, et vous pouvez évaluer sa valeur de vérité. Oui, même si vous le faites avant d'avoir désambiguisé ça, vous pouvez diagnostiquer à tort un désaccord alors qu'il n'y a pas de désaccord.
Parce que on peut s'étrangler, vous et moi, en disant il pleut, mais non, il pleut pas, alors qu'en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Peut-être qu'on ne parle pas au même endroit, au même moment, peut-être qu'on a des seuils différents pour parler de pluie, et qu'en fait, vous vous dites oh, il tombe 3 gouttes, moi je dis il tombe 5 gouttes, puis on n'est juste pas d'accord sur quand est-ce qu'il faut utiliser le terme il pleut, mais ce n'est pas vraiment l'objet de notre désaccord fondamental. Une proposition, elle est censée, on met tout sur le tapis, on désambiguise les termes, on enlève les indexicaux, on les remplace par des références qui valent toujours et partout, et là on peut savoir si on est d'accord ou pas. Si vous dites, si il tombe 3 gouttes à Neuchâtel le 28 février, est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus? Là, ce serait un vrai désaccord, et pour traquer ce vrai désaccord, c'est bien d'avoir les propositions plutôt que les phrases, parce qu'elles sont plus explicites. Ouais. Du coup, il y a quand même un présupposé métaphysique de l'existence de ces espèces d'entités abstraites qui à la fois existent hors du temps et de l'espace, mais en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que pour moi, que les propositions, c'est quelque chose qui est dépendant quand même de l'existence des êtres humains. C'est-à-dire que si on n'a pas d'humain, on a peut-être des états de fait, pas de propositions indépendantes de nous. Il me semble qu'il y a un peu un point métaphysique. Enfin, Alors, les partisans des propositions, en général, vont dire non, les propositions, elles ne dépendent pas fondamentalement des êtres humains. Ce qui va dépendre des êtres humains, c'est qu'une certaine proposition soit pensée, qu'elle soit la signification d'une phrase, parce que la phrase dépend des êtres humains. Mais dans l'optique de Frege, qu'on va voir un petit peu plus tard, vous allez voir plus c'est un pur platonicien, dans le sens où il pense qu'il y a un règne éternel de signification, il y a des concepts, typiquement. Les concepts, ils existent, ils sont là. Certains les saisissent, certains les saisissent, sont pas du tout saisis, mais c'est quelque chose qui est dans la métaphysique indépendamment des êtres humains. Ça, c'est la version forte platonicienne, et qui fait froncer les sourcils comme vous le faites maintenant, parce que c'est pour ça que les nominalistes disent, nous, on voudrait faire l'économie des propositions. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est de dire, il y a des vérités avant qu'on les comprenne, mais le coût, c'est, il y a des propositions avant qu'il y ait des êtres humains. Et est-ce qu'on a envie d'agrandir la métaphysique de ces choses-là? Du coup, j'avais bien à comprendre ce que peut représenter la proposition quand elle est vraie. Il y a en effet un état du monde qui nous correspond. Ouais. Mais quand une proposition est fausse, là j'ai l'impression qu'il y a une dépendance Avec les êtres humains. avec les êtres humains. Vous allez voir qu'il y a deux, on va voir tout dans un instant qu'il y a deux grandes réponses pour ça. Il y a une réponse qui consiste à dire une proposition fausse, elle ne correspond à aucun fait. Et il y a une autre réponse qui consiste à dire une proposition fausse, elle correspond à un état de choses qui n'obtient pas, qui n'est pas un fait. Et je vais vous en dire plus dans un instant. Là, coût ontologique encore plus grand, parce que vous admettez en plus des propositions des états de choses qui ne sont pas le cas. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en train de se demander quelles sont les bonnes théories de la vérité. On est juste en train de s'appuyer se poser une question un peu plus étroite, qui est quel genre de choses sont vraies ou fausses. Donc, les propositions, on a fait le tour là. C'est en général la théorie qu'on admet par défaut. Il y a une autre solution, ou type de solution, qui est de dire que les porteurs de vérité, ce sont ni les phrases qui sont prononcées extérieurement, ni les propositions, entités abstraites, ni les types de phrases, mais les croyances, les états mentaux. Le problème de cette théorie-là, c'est que vous pouvez, c'est la même raison pour laquelle un certain nombre de philosophes sont tentés par les propositions, penser qu'il y a des vérités indépendamment des croyances. Il était vrai que les dinosaures ont disparu avant que quiconque ne forme la croyance que les dinosaures ont disparu. Si vous avez cette intuition-là, vous n'allez pas vouloir des croyances. Je vous présente juste une théorie au sujet des croyances qui semble intéressante, et peut-être qu'elle vous semblera aussi plausible qu'à moi. On dit effectivement qu'une croyance peut être vraie ou fausse. La théorie en question, elle dit, à strictement parler, une croyance, elle est ni vraie ni fausse. Ce qui est vrai ou faux, c'est la proposition sur laquelle porte une croyance. Donc, si je crois que Julie est chez le coiffeur, la proposition qui est vraie ou fausse, ce qui est vrai ou faux, plutôt je devrais dire, ce qui est vrai ou faux, c'est pas ma croyance, c'est la proposition Julie est chez le coiffeur. En vertu du fait que ma croyance porte sur une proposition vraie, ma croyance peut être dite vraie de manière dérivée. Mais à strictement parler, ce qui est vrai, c'est uniquement la proposition qui est l'objet de ma croyance. D'accord ? Donc, vous savez qu'on représente souvent les croyances
Une croyance, c'est un exemple d'attitude propositionnelle. C'est quoi une attitude propositionnelle? C'est un état mental qui porte sur une proposition. Hein, on représente ça souvent comme ça. Croyance que P, hein, je crois qu'il pleut. La question, c'est qu'est-ce qui est vrai ou faux? Est-ce que c'est la croyance qui est vraie ou fausse? Ou est-ce que c'est la proposition qui est vraie ou fausse? Ben, dans la suggestion que je vous fais maintenant, ce qui est fondamentalement vrai de la théorie de ce qu'aiment les propositions, ce qui est fondamentalement vrai, c'est la proposition sur laquelle porte ma croyance. Et dans un sens, si c'est vrai, et dans un sens dérivé, dans un sens large, on peut dire que la croyance est vraie. À strictement parler, il faudrait plutôt dire que la croyance, elle est correcte ou incorrecte. D'accord? Il est correct de croire des propositions vraies. Donc les croyances ne sont pas à strictement parler vraies, mais elles sont plutôt correctes quand elles portent sur des contenus qui sont vrais. Et vous avez la même chose pour les émotions. Jean vous parlait tout à l'heure des sentiments. Si vous avez... vous espérez qu'il va faire beau demain, on fait l'hypothèse que l'espoir, c'est aussi une attitude propositionnelle. Est-ce que l'espoir peut être vrai? Ce n'est pas l'espoir qui est vrai, c'est le contenu de votre espoir qui est vrai ou faux. D'accord? S'il va faire beau demain, selon cette proposition, s'il va faire beau demain, alors la proposition que vous espérez, sur laquelle porte votre espoir, est vraie. Et peut-être que ça, c'est une condition qui rend votre espoir correct, selon les conditions de correction de l'espoir, dont on ne parle pas ici. Hein. Donc, le point important, c'est de... qui est important, c'est de dire, c'est pas parce que vous dites que les porteurs fondamentaux de la vérité sont des propositions que vous ne pouvez pas autoriser un discours qui dit les croyances sont vraies. Ce que vous êtes en train de dire à ce moment-là, c'est distinguer, et c'est ce que j'ai mis aussi sur la diapo précédente, vous distinguez deux sens d'être vrai, un sens strict et un sens large. Vous dites au sens strict, seules les propositions sont vraies, mais au sens large, vous pouvez dire qu'une croyance est vraie si la proposition qui spécifie son contenu est vraie. Et une phrase est vraie au sens large si la proposition qui exprime cette phrase, vous vous souvenez que chaque phrase, on fait l'hypothèse, exprime une proposition, est vraie. D'accord? Donc, à strictement parler, d'après l'hypothèse, seules les propositions sont vraies, mais vous pouvez appliquer le prédicat être vrai à d'autres entités que des propositions si elles sont reliées par une certaine relation avec ces propositions. Les croyances, peut-être qu'elles portent sur des propositions, en tout cas c'est une thèse, peut-être que les phrases expriment ou signifient des propositions, et pour ces deux raisons-là, vous pouvez parler de croyances vraies et de phrases vraies dans un sens un peu plus large. Bien. Ah, le mot du jour. Sybarite, on avait la dernière fois. C'est quoi sybarite? Attention. Oui, un peu plus. C'est plus que du luxe. Ça peut faire un peu bling bling. C'est quelqu'un qui aime le luxe et la volupté, le bon goût, les choses bien choisies. Pas ça peut être du luxe, mais même dans des situations sans luxe, qui fait attention aux choses. Le mot du jour, sexpartite. Ah. Qu'est-ce que c'est sexpartite? Personne? Je sais que vous pensez tous à des cochonneries. Qui est constitué par 6 éléments, qui est composé par 6 partis politiques. C'est comme bipartite ou tripartite, sexpartite. Et là, vous avez une jolie voûte sexpartite, qui a 6 parties dans la voûte. D'accord? Sybarite, sexpartite. Vous aurez au moins appris 2 mots jusqu'ici. Alors, on passe à la deuxième grande question maintenant, qui va nous intéresser pour cette séance et la suivante, qui est celle de la nature de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Et dans vos questions, a déjà point une théorie de la vérité qui est la plus naturelle, la plus influente dans l'histoire de la philosophie, et qui reste la plus influente aujourd'hui, qui n'est pas sans rencontrer aussi certains problèmes qu'on va voir pour comprendre la motivation de théories alternatives. C'est ce qu'on appelle la théorie de la vérité correspondance. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la vérité correspondance ou théorie correspondantiste de la vérité? C'est la théorie suivante. Pardon encore pour les moments de pluriel. Une proposition, la proposition que P est vraie, si et seulement si cette proposition correspond au fait, F-A-I-T-S, ou au fait qu'elle mentionne, qu'elle décrit. Donc vous voyez que immédiatement, si c'est la formulation de la théorie correspondance qu'on retient, et c'est la formulation la plus standard, vous devez admettre, pour accepter la théorie de la vérité correspondance, des propositions d'une part, on a vu qu'il pouvait y avoir certaines hésitations, et vous devez admettre d'autre part des faits. Hein? Et vous devez admettre enfin
que les propositions et les faits sont des entités distinctes. Pourquoi? Parce que si vous dites qu'une proposition, ce n'est rien d'autre qu'un fait, ou qu'une proposition vraie, ce n'est rien d'autre qu'un fait, cette théorie, elle devient complètement triviale. Vous dites qu'une proposition, que P est vraie, si et seulement si, si et seulement si elle correspond au fait, autrement dit, si et seulement si elle correspond à elle-même. Hein. Tout correspond à soi-même, dans un sens de correspondre aussi vague qu'on puisse le laisser. Donc, on doit admettre, pour admettre la théorie correspondance, une distinction entre les propositions et les faits. D'accord? Donc, il pleut, la proposition, qui est exprimée par cette phrase, elle est vraie, si et seulement si c'est un fait qu'il pleut. C'est ça pour cette proposition que d'être vrai, c'est d'être correspondre aux faits extérieurs. D'accord? Ouais. Mais est-ce que cette théorie se décline aussi sans proposition, par exemple, en pensant que le vrai est dans les phrases, donc ça fait que la phrase P correspond au fait. Ouais, vous pouvez, là j'ai pris la version la plus courante, qui est la version de Wittgenstein, on va voir, mais vous pouvez remplacer ici la proposition par autre chose, par les phrases, par des types de phrases, même par des croyances, et on va voir qu'il y a une théorie proche que moi je ne range pas sous théorie correspondance, mais que certains rangent sous théorie correspondance, qui est la théorie des vérifacteurs, qui, elles, essayent de faire l'économie des faits, enfin qui pensent qu'on peut avoir une proposition qui est rendue vraie par certaines entités, que ces entités soient des faits ou d'autres choses. On verra ça en fin de présentation, la prochaine fois. Alors, quelle est la différence entre une proposition et un fait? Pour que cette théorie soit pas triviale, il faut comprendre la différence entre une proposition et un fait. Parce que sinon, on voit une proposition, c'est elle-même. D'après les partisans des propositions, à chaque proposition correspond un fait, et à chaque fait correspond une proposition. C'est ce qu'on appelle une correspondance biunivoque entre les faits et les propositions. Ça commence à faire... Pardon, j'aurais dû dire état de choses à la place de fait, mais je laisse pour l'instant la distinction état de choses de côté. Fait, état de choses de côté. Qu'est-ce qui distingue une proposition d'un fait? C'est ténu, mais c'est crucial. C'est qu'une proposition, ça représente, alors qu'un fait, c'est quelque chose qui est représenté par une proposition. C'est pas quelque chose qui représente. Donc ça, c'est la distinction cruciale entre les propositions et les faits. Les faits, ils sont du côté des représentations. Pardon, les propositions, elles sont du côté des représentations, dans le sens, ceux qui représentent, les faits, ils sont du côté de ce qui est représenté. Alors, j'introduis maintenant de nouveau larron, que ceux qui ont suivi le cours sur Brentano ou sur Meinong ont déjà rencontré, qui sont les états de choses. Wittgenstein, mais aussi Husserl, mais aussi Meinong, acceptent des faits, et ils acceptent, outre des faits, des états de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces entités bizarres? Un état de choses, c'est quelque chose qui peut être le cas et ne pas être le cas. Ou ne pas être le cas. Être le cas, pas être vrai. Être le cas ou ne pas être le cas. Un fait, c'est un état de choses qui obtient. Donc, il n'est pas le cas qu'il pleut maintenant. Okay? Il pleut, c'est un état de choses qui n'est pas le cas. Okay? Maintenant. Ça, c'est un état de choses. Mais ce n'est pas un état de choses qui est le cas, donc cet état de choses n'est pas un fait. Qu'est-ce que c'est un fait? C'est un état de choses qui est le cas. Donc vous voyez qu'on est dans un modèle à 3 niveaux. Vous avez les propositions qui peuvent être vraies ou fausses. Vous avez les états de choses qui peuvent être le cas ou ne pas être le cas. En anglais, on dit obtain, on traduit parfois en français par obtenir, qui peuvent obtenir ou ne pas obtenir. Et puis vous avez les faits qui sont les états de choses qui obtiennent. Il ne pleut pas. Ça, c'est un état de choses. Et c'est un état de choses qui obtient maintenant, qui est le cas. Donc c'est aussi un fait. D'accord ? Proposition vrai, faux, état de choses, être le cas, pas être le cas, fait un état de choses qui est le cas, qui obtient. D'accord? Ça, c'est les distinctions qu'on a ici, jusqu'à maintenant. Ouais. Dire qu'un état de choses est un monde possible, alors on préfère un monde possible alors que Je pense que je vois ce que vous voulez dire, mais ça risque de... vous pouvez utiliser les états de choses pour comprendre la possibilité.
vous pouvez dire qu'un état de choses, parce que vous êtes tenté de dire un état de choses, c'est quelque chose qui pourrait être vrai. Ok. Mais dans cette idée-là, un état de choses, vous avez des états de choses qui sont, de la même façon que vous avez des états de choses qui obtiennent forcément, vous avez des états de choses qui sont forcément impossibles. Souvenez-vous de Meinong qui dit le, le carré est rond. Ça, c'est une expression, une proposition, disons, qui exprime un état de choses qui nécessairement sera jamais le cas. Ok. Parce que le carré sera jamais rond. D'accord? Donc c'est pas, il n'y a pas un lien, faut pas juste, c'est pas juste quand on dit un état de choses, on n'est pas en train de dire il pourrait être le cas. Hein. Certains sont tels qu'ils pourraient être le cas, comme il pleut. Mais d'autres sont tels qu'ils pourraient pas être le cas. Hein. Donc c'est encore une distinction orthogonale nécessaire, possible, impossible. D'accord? Donc c'est un peu, vous avez ce qui est crucial dans cette théorie correspondance-là, qui est la théorie la plus standard, c'est de dire vous avez deux types d'entités qui ont deux valeurs. Vous avez des entités représentationnelles qui ont deux valeurs, qu'on appelle parfois bivalentes, à savoir les propositions qui peuvent être vraies ou fausses, et vous avez dans le monde des états de choses qui peuvent avoir la valeur obtenir ou la valeur ne pas obtenir. Et c'est des choses distinctes. D'accord ? Les propositions, elles sont rendues vraies en vertu du fait qu'elles correspondent à des états de choses qui obtiennent, autrement dit, à des faits. Ce qui a lieu, dit Wittgenstein, le fait est la subsistance d'états de choses. Il parle ici de subsistance, Bestehen en anglais. C'est mieux de traduire subsistance qu'existence en allemand, qui est le cas. Donc les faits, c'est l'ensemble des états de choses qui sont le cas, qui obtiennent. Ouais. Les propositions, même quand elles sont fausses, elles représentent des états de choses. Exactement. Ça, c'est une des deux grandes idées de la fausseté. J'y reviens dans un instant. C'est le... mais enfin, j'y viens tout de suite en fait. Dans cette optique-là, toute proposition qui est bien formée, hein, donc qui respecte les règles de la grammaire catégorielle ou de la grammaire du langage que vous utilisez, elle va représenter un état de choses, ok, et une proposition vraie est une proposition qui représente un état de choses qui obtient. Okay. Donc qu'est-ce que c'est que le vrai dans cette théorie-là? Et ben vous avez du côté des représentations la proposition que P et du côté du monde le fait que P. Il pleut, ça c'est la proposition, ou c'est plutôt la phrase qui exprime la proposition. Laissons cette question de côté ici. Cette phrase-là, parce que j'ai mis des guillemets pour les propositions, on met parfois d'autres symboles pour parler des propositions. Cette phrase-là correspond à un fait dans le monde, le fait qu'il pleuve. Et le fait qu'elle corresponde à ce fait, c'est ce qui explique que c'est ce que c'est pour cette proposition que d'être vrai. Okay. Vous voyez que vous avez vite quelque chose qui arrive avec la théorie de la vérité-correspondance, c'est que, en un sens, vous avez envie de dire qu'elle est très naturelle, cette théorie-là. Elle vient tout de suite vous dire qu'est-ce que c'est pour une proposition d'être vraie, c'est de correspondre à la réalité. Et puis dès que vous devez spécifier un petit peu plus la théorie en avant, vous vous retrouvez à faire des distinctions entre les faits, les propositions, les états de choses. Il y a d'autres solutions, je ne vous dis pas que c'est la seule manière de vendre la chose, mais ça vient assez vite qu'on a une explosion de distinctions qui paraissent peut-être un peu bizarres au premier abord, mais qui s'avèrent être utiles pour la formulation de la théorie. Oui. Du coup, pour qu'on puisse parler des états de choses, il faut forcément qu'on forme une proposition à propos d'eux. On ne peut pas en parler sans formuler de proposition. Non, alors c'est une très bonne question. D'après Wittgenstein et d'autres, les états de choses, vous ne pouvez pas les nommer typiquement. Vous ne pouvez pas appeler un état de choses Jean. Le nom va forcément référer à un objet. Un état de choses, c'est seulement une proposition ou une phrase ou une entité qui partage la structure de l'état de choses qui va pouvoir parler de l'état de choses. D'accord ? Et du coup, ça m'amène une question. Est-ce comment est-ce qu'on peut être sûr que les propositions soient bien distinctes des états de choses si on ne peut pas réellement nommer les états de choses en tant que tels? Est-ce que vous voyez Non. Développer un petit peu. Parce que si vous semblez dire que, ou en tout cas Wittgenstein, que les propositions, elles expriment des états de choses, et si les états de choses sont bien le cas, alors les propositions sont vraies ou fausses. Mais vu que
on ne peut pas réellement nommer les états de choses et puis qu'on on doit un peu passer par des propositions. J'ai du mal à voir comment on peut vraiment soutenir qu'elles soient distinctes, les deux, les propositions et les états de choses. Euh, alors, il y a deux soucis là-dedans qu'on va étudier, qui sont deux grandes objections. Je pense que c'est autour de ça que vous tournez à la théorie euh, de la vérité-correspondance. Une première objection, c'est de dire comment une proposition qui est un truc représentationnel peut ressembler à quelque chose comme dans le monde, correspondre à un truc dans le monde comme un état de choses. C'est des choses trop hétérogènes. Correspondre, ça marche pas. Correspondre, c'est un peu comme ressembler, avoir la même forme. On comprend pas comment des choses si différentes peuvent se ressembler. Et l'autre souci qui est en filigrane derrière votre question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut connaître la correspondance entre une proposition et un état de choses si on n'a pas d'accès indépendant aux états de choses. C'est quoi l'épistémologie qui va avec cette théorie-là? Pour vérifier qu'une proposition est vraie, il faut pouvoir regarder la proposition, regarder l'état de choses, vérifier qu'ils se correspondent et dire ok, ça c'est vrai. Et une objection dit mais en fait on n'arrive pas à faire ce pas-là. Ça va être les deux grandes objections là. Mais je présente maintenant les objections et vous revenez si ça répond pas à ça. Mais avant de venir à votre question, avant de venir aux objections, donc là je vous ai dit ce que c'était que le vrai dans la théorie correspondance. C'est quand la proposition exprimée par une phrase correspond à un fait. Qu'est-ce que c'est que le faux? Vous avez deux grandes options au moins, il y en a quelques autres encore, pour rendre compte du faux. Vous pouvez dire qu'il y a l'absence de correspondance ou qu'il y a la correspondance à un fait qui n'obtient pas. Alors qu'est-ce que c'est que cette différence-là? J'aurais dû mettre... Là, je dois mettre, pardon, j'aurais dû mettre le soleil ici. Il ne faut pas qu'il pleuve ici. Il fait beau ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première optique? Vous dites, il pleut, ok? Et puis, vous allez dire, pourquoi est-ce que la proposition qu'il pleut est fausse? Parce que cette proposition ne correspond pas à au fait qu'il y a dans le monde. À savoir, il fait beau. Oubliez la pluie. Okay, il fait beau ici. Okay, la proposition, elle ne correspond pas à ça. Ça, c'est une première solution pour rendre compte du faux. C'est vrai quand ça correspond, c'est faux quand ça ne correspond pas. Vous avez une autre solution pour rendre compte du faux, qui est développée par d'autres partisans de la théorie correspondance, c'est de dire, c'est pas compliqué, le faux, ça correspond à quelque chose. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un état de choses qui n'obtient pas. Okay, vous avez des états de choses qui obtiennent, il ne pleut pas, puis vous avez des états de choses qui n'obtiennent pas. Aujourd'hui, il pleut, c'est un état de choses qui n'obtient pas. Qu'est-ce que c'est que le faux? C'est quelque chose qui correspond à un état de choses qui n'est pas un fait. D'accord? Donc, deux grandes théories du faux dans la théorie correspondance. Soit vous dites le faux, c'est ce qui ne correspond pas à ce qu'il y a. Soit vous dites le faux, c'est ce qui correspond à quelque chose qu'il y a, mais qui n'est pas le cas. Ce qui correspond à ce qui n'est pas le cas, et vous admettez que dans la réalité, il y a des choses qui ne sont pas le cas. Ça, c'est ce qu'admettent les partisans des états de choses. Il y a des états de choses qui ne sont pas le cas, qui peuplent la métaphysique. En plus des propositions, il y a des choses qui ne sont pas le cas. Voilà, donc si vous n'aimez pas les états de choses, autrement dit, si vous pensez que ce n'est pas le cas qu'il y ait des choses qui ne sont pas le cas, si vous ne pensez pas qu'il y a dans la réalité des choses qui sont telles qu'elles n'obtiennent pas, vous n'allez pas aimer cette solution-là. Et vous allez juste devoir dire, spécifier la relation de correspondance de façon à ce que vous puissiez avoir tantôt la correspondance, tantôt l'absence de correspondance. Alors, je vous ai dit, la vérité correspondance, c'est une théorie, alors plutôt une famille de théories, c'est très influente dans l'histoire de la philosophie, qui remonte à Platon, dans les premières formulations, qui est souvent attribuée à Aristote. Et je vous donne juste quelques exemples de citations pour vous montrer comment on s'approche petit à petit de cette théorie, sans y arriver parfaitement. Voici ce que dit Aristote. Dire de ce qui est qu'il n'est pas, ou de ce qui n'est pas qu'il est, c'est le faux. Dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas, pardon, j'en ai mis deux, c'est le vrai. Okay, donc, on est proche d'une théorie de la vérité correspondance ici, mais Aristote ne dit pas encore, prononce pas le mot correspondance, adéquation ou ces choses-là. Donc, on dit vrai si on dit de ce qui est qu'il est, et on dit faux si on dit de ce qui est qu'il n'est pas, mais il n'y a pas encore explicitement la notion de correspondance ici. Alors, on va aller voir un petit peu après. Qui c'est ça? Un petit peu après.
Saint-Augustin, vous êtes sur la bombe encore un petit peu après. Comment? Ouais, Thomas d'Aquin, exactement. Et qui dit de manière célèbre, vous avez déjà vu ça, Veritas est adequatio rei et intellectus. La vérité, c'est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Vous voyez que Thomas d'Aquin, pour lui, les porteurs de vérité, c'est l'intellect, hein, c'est quelque chose de mental, ce qu'on a appelé, nous, les croyances ici. Hein. L'adéquation de la chose et de l'intellect. Alors, on dit que les porteurs de vérité, c'est l'intellect, et vous voyez que Thomas d'Aquin, pour l'instant, il ne parle pas de fait encore. Hein. Qu'est-ce que c'est qui peut être tel que c'est en adéquation avec l'intellect? Descartes, ce mot vérité en sa propre signification dénote la conformité de la pensée avec l'objet, très proche de Thomas d'Aquin aussi. Adéquation, conformité de la pensée et de l'objet. Spinoza, on appelle idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elle-même, fausse celle qui montre une chose autrement qu'elle est en réalité. Là encore, c'est considéré comme une version de vérité correspondance. Pour avoir la première vraie version chimiquement pure, pour ainsi dire, il faut attendre qui? Russell, il est. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Voici ce que dit Russell au sujet des croyances. Porteur de vérité sont les croyances ici. Thus, a belief is true when there is a corresponding fact, and it is false when there is no corresponding fact. Une croyance est vraie quand il y a un fait correspondant, et elle est fausse quand il n'y a pas de fait correspondant. Ok? Donc, il retient la version de la fausseté que j'avais à gauche ici. Ça ne correspond pas. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait dans cette proposition qu'il y ait des états de choses qui n'obtiennent pas. Mais là, vous avez tout. Vous avez la correspondance. La correspondance à quoi? Au fait. Okay, donc, vous dites le vrai quand vous dites quelque chose qui correspond au fait. Vous croyez le vrai quand vous croyez quelque chose qui correspond au fait. Une proposition est vraie si elle correspond au fait. Alors, ça, c'est, en deux mots, la proposition de la théorie de la vérité-correspondance, et vous avez vu qu'elle elle est en germe chez un grand nombre de philosophes. Arrive Frege. Vous savez que Frege est considéré avec Russell comme un des deux fondateurs de la philosophie analytique, la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Frege, lui, pense qu'on ne peut pas définir la vérité, et il va avancer à l'encontre de la théorie de la vérité-correspondance un certain nombre d'objections qui sont encore très discutées. Première objection de Frege. Frege va dire « Ah, mais vous, les correspondantistes, vous dites que la vérité, c'est une affaire de relation entre une proposition et le monde, alors que dans le langage, quand on parle, on dit juste telle ou telle phrase est vraie. Et vrai, c'est un prédicat monadique, c'est un prédicat à une seule place. Et vous, vous dites que la vérité, c'est une relation. Comment est-ce que c'est possible que quelque chose qui est un prédicat monadique puisse être analysé en une relation, quelque chose à deux places? Vous vous trompez. Première objection de Frege. Alors, une réponse à ça, on n'a pas beaucoup discuté cette objection de Frege, et sans doute une raison, c'est la suivante, c'est que vous avez beaucoup de prédicats dans le langage qui sont des prédicats monadiques qui expriment des relations. Si je dis Paul est amoureux, Paul, il est amoureux de quelqu'un. Ça peut même être de lui-même, je ne sais pas s'il faut lui souhaiter, ou ça peut être de Julie, c'est sans doute mieux. Et ça, c'est une relation d'être amoureux de Julie. D'accord? Ça ne vous empêche pas de ne pas décrire dans le prédicat toute la relation. Vous dites juste ce qu'on appelle parfois une réduction monadique. Vous dites Paul est amoureux, point. En fait, ça réfère implicitement à une relation. Pareil, si vous dites Julie est admirée, ça suppose qu'il y ait quelqu'un qui admire Julie. Peut-être c'est Julie elle-même. Peut-être c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, admirer, c'est une relation. Okay? Pourtant, c'est exprimé par une prédicat monadique. Puis en dehors des prédicats mentaux, si je dis la poire est à gauche, évidemment qu'à gauche, c'est une relation, toujours. Hein, c'est au moins toujours une relation dialectique. À gauche de quelque chose. À gauche, hein, pas gauche. À gauche, c'est une relation. Voilà, c'est une relation qui est exprimée par un prédicat monadique. Donc, la première objection de Frege, elle semble un peu rapide. Les deux suivantes, objection à la théorie de la vérité-correspondance, mettent le doigt sur un problème plus fondamental. Frege dit une phrase ou une proposition, elle est vraie ou elle est fausse. Il n'y a pas plus ou moins vrai ou plus ou moins faux. Par contre, la correspondance, ça c'est une affaire de degrés. Les choses peuvent se correspondre plus ou moins. Voilà, mais c'est l'heure déjà.
Je finis les objections de Frege et je vous laisse. La correspondance, c'est une affaire de degrés. Donc, on a un problème ici. La vérité n'est pas affaire de degrés, mais la correspondance est affaire de degrés. Ce que ça suggère, c'est qu'il va falloir qu'on définisse un peu mieux la correspondance. Et ça va être la grosse chose par laquelle on va commencer la prochaine fois. Dernière objection de Frege, qu'on a mentionné brièvement tout à l'heure. La correspondance, dit Frege, c'est comme une relation un peu de similarité. C'est impossible d'avoir une correspondance entre quelque chose d'abstrait, comme une proposition, et quelque chose de mondain dans la réalité, comme un état de choses ou comme la pluie. D'accord ? La correspondance, c'est pas possible pour une représentation de ressembler à quelque chose qui n'est pas une représentation, de correspondre à ça. Et ça vous rappelle peut-être, pour ceux qui ont suivi le séminaire sur Berkeley, une grande idée de Berkeley, sur laquelle en fait élabore Frege sans le citer. Berkeley dit une idée ne ressembler à rien d'autre qu'une idée. Il s'attaque à Locke en disant ça. Locke dit on a des idées dans l'esprit, les idées elles ressemblent à ce qu'il y a dans le monde. Puis Berkeley dit comment voulez-vous que des idées dans l'esprit ressemblent à une table ? Votre idée elle a 4 pieds ? Non, elle n'a pas 4 pieds votre idée. Votre idée elle a un certain poids ? Non, c'est pas possible qu'une idée ressemble à une table. Frege dit la même chose pour les phrases et les propositions. Comment voulez-vous que la phrase il fait beau ressemble au temps qu'il fait dehors ? C'est complètement, vous faites ressembler des choses, vous dites que des choses se ressemblent qui sont d'un genre tel qu'elles ne peuvent pas se ressembler. D'accord ? Donc la pression que ça nous met sur les épaules pour la prochaine fois, c'est comment est-ce qu'on peut être un défenseur de la théorie de la vérité-correspondance et spécifier suffisamment la correspondance pour éviter les 2 dernières objections de Frege. Qu'est-ce que c'est que cette correspondance entre les mots et les choses sur lesquelles s'appuie et sur lesquelles on a tendance à s'appuyer intuitivement quand on veut définir la vérité ? Comment des mots peuvent correspondre aux choses ? Qu'est-ce que c'est que la correspondance ? Et on verra la proposition de Wittgenstein en début de prochaine séance, avant de passer aux autres théories de la vérité. Merci pour votre attention et excellente semaine à vous.